Le jeudi 17 octobre, cette nouvelle a défrayé la chronique. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization who was responsible for the October 7th massacre, is dead. Depuis le 7 octobre, Israël a éliminé un deuxième chef du Hamas. Par ailleurs, l'armée israélienne a aussi éliminé Nasrallah, le leader historique du Hazeb, au Liban, et son successeur et des hauts responsables de la garde révolutionnaire iranienne. Les amis, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, tient sa promesse. Rappelle-toi, c'était exactement l'engagement qu'il avait pris après le massacre du 7 octobre. בכל החזיתות, עברנו להתקפה. כל איש חמאס הוא בן מוות. חמאס זה דאעש, ונרסק ונחסל אותו, כפי שהעולם ריסק וחיסל את דאעש. Et tout ça est en train de se réaliser. Et même plus parce que ces derniers mois, Netanyahou s'en est pris directement à tous ses ennemis. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un adversaire important de l'État hébreu ne soit éliminé. Que les méthodes employées plaisent ou non, bien le reconnaître, Netanyahou est en train de remporter ce qui est probablement la plus grande victoire militaire de l'histoire d'Israël. En une seule année, il a écrasé le Hamas et le Hazeb, éliminé la majorité de leurs hauts dirigeants et réduit leurs arsenaux en miettes. Et c'est pas fini. Israël occupe actuellement la bande de Gaza. Ses troupes mènent une vaste opération de nettoyage au Liban. Ils ont attaqué les Houthis en bombardant le port stratégique de Hodeïda au Yémen. Et l'Iran est désormais acculé après la riposte israélienne du week-end dernier. Tout ça pour venger le 7 octobre 2023 qui restera probablement dans l'histoire comme une erreur stratégique colossale. Le plus gros échec que les adversaires d'Israël auront réussi à lui infliger et sans doute de toute l'histoire du pays. La riposte israélienne contre l'Iran et la chute de Yahya Sinwar qui l'a précédé sont les derniers coups symboliques du gouvernement israélien. Pourquoi? Alors, pour ce qui est de la riposte israélienne, on y a déjà dédié une vidéo, mais pour ce qui en est de Sinwar, c'est parce qu'il n'était pas simplement le leader du Hamas, mais c'était aussi lui qui avait supervisé et approuvé les préparatifs de l'attaque du 7 octobre. C'est précisément pour cette raison qu'en novembre 2023, Israël l'avait déjà désigné comme son ennemi numéro 1. Sinwar est aujourd'hui l'homme le plus recherché par Israël. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, le qualifie de mort-vivant. Le chef du Hamas à Gaza est considéré comme le principal responsable de l'attaque surprise du 7 octobre. Écoute, Israël a déchaîné au cours de l'année écoulée une puissance de feu bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que malgré le fait que le Hamas est acculé et malgré l'énorme et gigantesque et brutale facture économique que cette guerre représente pour Israël, le gouvernement israélien non seulement ne relâche pas la pression sur Gaza, mais, comme tu le sais, a intensifié ses opérations de façon massive ces dernières semaines. Et en plus, il l'a fait au moment même où la communauté internationale, à commencer par les États-Unis, finalise un accord de cessez-le-feu auquel le Hazeb avait dit oui, et auquel Israël avait plus ou moins aussi donné son accord. Bien qu'en réalité, il n'ait jamais eu l'intention de le respecter. Au contraire, on sait maintenant que cette perspective a poussé Nasrallah à se rendre au quartier général du Hazeb à Beyrouth. La question est donc la suivante. Pourquoi Israël semble cette fois-ci déterminé à aller jusqu'au bout? Attention parce que cette question est absolument cruciale. Même pour Israël, il n'est pas simple de maintenir une mobilisation aussi massive de ses forces armées et de ses réservistes sur un temps aussi long. C'est pourquoi, par le passé, ils ont toujours essayé de trouver des accords de paix, même lors des guerres contre d'autres puissances arabes dans les années 70. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Cette fois-ci, c'est totalement inédit. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer l'entêtement de Netanyahou. Premièrement, comme on l'a déjà expliqué ici sur Diplo, il y a un objectif politique pour Netanyahou. Cette guerre a renversé la situation électorale. Il est passé du statut de grand responsable du 7 octobre au statut du grand roi Bibi. Ensuite, en deuxième lieu, il y a la question des otages qui suscite un certain consensus national, même si les familles ont souvent demandé au gouvernement de négocier. Our work is not done. We will not rest until we bring home
all our hostages. Ok, tout ça c'est vrai, mais il y a quelque chose en plus. On sait maintenant qu'il y a un autre motif qui pousse Israël à aller jusqu'au bout de cette guerre, peu importe le prix à payer. Je te parle des plans que le Hamas avait élaborés en collaboration avec l'Iran et le bras armé des ayatollahs au Liban, c'est-à-dire le Hazeb. Il s'agit du fait que Sinwar lui-même, le cerveau et le chef derrière les terribles événements du 7 octobre, préparait quelque chose d'encore pire. Dans ses plans, il voulait complètement briser le statu quo et amener l'enfer en Israël. Il était même question de reproduire un 11 septembre à Tel Aviv. Ouais, t'as bien entendu. Alors écoute bien la suite. Plus de 230 mètres de hauteur, environ 70 étages et jusqu'à 6 niveaux en sous-sol. C'est la Moshe Aviv Tower, l'un des plus grands gratte-ciel d'Israël. Un colosse qui est toujours debout par miracle. Alors qu'est-ce que j'entends par miracle? En fait, abattre la Moshe Aviv Tower faisait partie des objectifs que le Hamas avait envisagés pour les attaques du 7 octobre. Cette fois-ci, ils ont échoué. Le bâtiment était clairement visé. Les amis, l'invasion de Gaza a permis aux services de renseignement israéliens de mettre la main sur une quantité énorme de documents. Des documents qui ont été analysés pendant des mois et qui contiennent de tout. Des idées d'attaque, des cibles surveillées, des plans stratégiques, des attaques potentielles, etc. Alors comme je t'ai dit, ces documents ont été scrutés et certains médias comme le Washington Post y ont eu récemment accès. Et tu sais quoi? Il y avait des plans pour attaquer des gratte-ciel, poser des bombes dans des trains, attaquer des navires et des ports avec des bateaux explosifs, des choses de ce genre. Le point commun entre tous ces objectifs, le Hamas montait en puissance. Les lignes rouges étaient dépassées et la menace atteignait des niveaux sans précédent, sans qu'Israël ne s'en rende vraiment compte. D'ailleurs, c'est dans les premières semaines après l'attaque que le risque était maximal. Mais les dirigeants du Hamas n'ont pas réussi à mettre leur plan à exécution. Alors maintenant, on sait précisément quels étaient ces plans. Alors, à l'origine, ces plans étaient encore pires. Quel rôle jouait Yahya Sinwar dans toute cette histoire? Quel projet le Hamas était-il en train de mettre en place? Et quel était le rôle de l'Iran et du Hazeb dans tout ça? Les amis, tout ce qu'on va vous expliquer, c'est ce qui justifie que Benjamin Netanyahou ait décidé que cette fois-ci, il n'y aurait aucune négociation. Soit les ennemis de l'État hébreu se rendent, soit Israël poursuivra l'attaque jusqu'au bout. C'est d'une certaine manière ce qu'ils sont en train de faire. Alors reste bien attentif parce qu'on va tout expliquer dans cette vidéo, mais d'abord, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que moins de 20% d'entre vous sont abonnés à Diplometrix. Donc je t'encourage à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur l'actu internationale. Ça prend 5 secondes et oublie pas d'appuyer sur la petite cloche des notifs. Comme ça, dès qu'on sort une vidéo, tu seras tout de suite prévenu. Bref, on reprend et on va regarder quel est le contexte de tout ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Allez, on démarre. L'avancée de l'armée israélienne a permis de détruire et de démanteler des dizaines de cellules du Hamas dans toute la bande de Gaza. En plus, bien sûr, de transformer ce territoire en champ de ruines. Cependant, comme je te le disais plus tôt, un résultat qui est passé inaperçu mais qui est crucial, c'est l'obtention d'informations clés sur le Hamas pour comprendre comment cette organisation fonctionne et réfléchit. Je te le dis, le Mossad et le Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël, analysent en détail chaque élément qu'ils retrouvent sur le terrain. La majorité de ces informations restent secrètes, mais récemment, le Washington Post a pu accéder à près de 60 lettres et documents qui permettaient de mieux comprendre l'organisation et aussi la direction que voulait prendre le Hamas dans les mois à venir. Et devine quoi? Ils sont tombés sur une énorme surprise. L'attaque du 7 octobre aurait pu être encore pire que ce que l'on a vu l'année dernière. Heureusement, une grosse partie de ces plans n'ont pas pu être exécutés ce jour-là, soit par manque de ressources et de moyens, soit parce qu'ils ont été reportés. Grâce à ces changements, des milliers de vies ont pu être sauvées. On pense à un document en particulier, analysé par le Washington Post, qui se concentre sur la préparation logistique et qui porte un titre très pompeux, Stratégie pour l'élaboration d'un plan approprié de libération de la Palestine. Ce document était entre les mains des dirigeants du Hamas depuis 2022. Et les gens, ils représentent un changement radical dans la stratégie de combat du Hamas. L'organisation terroriste palestinienne était prête à une escalade absolument démente. Ce document, Stratégie pour l'élaboration d'un plan approprié de libération de la Palestine, contient plus de 17 000 photos, allant d'images satellites à des photos de villes israéliennes, avec des tracés, des cibles potentielles et des objectifs identifiés. Et oui, certains de ces éléments ont probablement été fournis par l'Iran. Mais ça va encore plus loin.
Le Hamas disposait aussi de plans détaillés de bases aériennes et d'installations militaires israéliennes, ainsi que des horaires et des trajectoires de vol des avions commerciaux qui atterrissent ou décollent de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. C'est terrifiant. Dans cette même logique, un des plans les plus ambitieux sur lesquels l'organisation travaillait et qu'elle envisageait d'inclure dans son programme macabre du 7 octobre était de faire s'effondrer plusieurs des gratte-ciels les plus importants de Tel Aviv. Alors je vous ai parlé de la Moshe Aviv Tower, mais c'était pas le seul bâtiment visé. Écoute bien. Le Hamas préparait une attaque contre un immense complexe au centre de Tel Aviv qui comprend 3 gratte-ciels, un grand centre commercial et une gare ferroviaire. Dans ce cas précis, les gratte-ciels n'étaient pas le seul objectif. À quelques rues de là se trouve le centre médical Souraski, l'un des plus grands hôpitaux du pays avec une capacité de plus de 1000 lits. À quelques mètres encore, il y a le musée d'art de Tel Aviv et le clou du spectacle. En face de ce complexe se dresse la tour Maktal, qui abrite le ministère de la Défense d'Israël et l'état-major des forces armées israéliennes. Imagine un peu le chaos, les dégâts et la catastrophe qu'aurait entraîné une attaque massive contre ce complexe et cette zone de Tel Aviv. Et encore pire, s'ils avaient réussi à causer des dégâts importants à la tour ou même à la faire s'effondrer, alors on aurait compté les morts par milliers, tués par une énorme vague de débris, de fumée, de destruction. Bref, tout ce qu'on avait vu à New York en 2001. C'est exactement ce qu'ils voulaient reproduire l'année dernière. Et logiquement, ça a glacé le sang des Israéliens qui ne se doutaient absolument pas que le Hamas était engagé dans une croisade de cette ampleur. En fait, dans les plans initiaux de l'attaque du 7 octobre, cet objectif figurait déjà, entre autres parce qu'une attaque dans cet endroit aurait provoqué un chaos immense et une vague de terreur encore plus grande que ce qui s'est déjà réalisé. Regarde un peu ce que disaient les documents du Hamas. C'est on ne peut plus clair. Si cette tour est détruite d'une manière ou d'une autre, cela entraînera une crise sans précédent pour l'ennemi, similaire à la crise des tours du World Trade Center à New York. Et on parle même pas du nombre de victimes qu'un tel scénario aurait pu causer. Et c'est dramatique, mais c'était même pas la pire opération envisagée par le Hamas. Est-ce que tu sais quelle stratégie cette organisation terroriste commençait à envisager pour maximiser les dégâts? Non? Eh bah, écoute ça. Après les événements du World Trade Center en septembre 2001, presque tous les moyens de transport ont été perçus comme des cibles potentielles d'attaques terroristes. Cependant, le Hamas ne prévoyait pas de détourner ou d'utiliser des avions dans ses actions, mais plutôt de manipuler le système ferroviaire israélien. Ainsi, le groupe terroriste avait conçu un plan pour utiliser les trains de marchandises, en particulier ceux qui transportent des combustibles. L'idée, c'était de profiter du fait qu'ils étaient déjà chargés de matériaux inflammables, d'y introduire de petits explosifs et de les faire exploser lorsqu'ils pénétraient dans des villes ou des zones urbaines. La ligne ferroviaire est conçue pour le transport de carburant, ce qui constitue un point faible en cas d'explosion d'un train circulant à l'intérieur d'une des villes. Et attention, parce que faire exploser des trains de marchandises en pleine ville pourrait aussi se traduire en attaque chimique ou biologique. Comment ? Eh bien, certains minéraux et produits chimiques de la région de la mer Morte, comme les phosphates et le soufre, sont transportés dans ces trains. Faire exploser l'un de ces chargements en pleine zone d'habitation aurait des conséquences cataclysmiques. Tu comprends maintenant pourquoi Israël refuse catégoriquement de négocier un cessez-le-feu avec le Hamas? Tu comprends pourquoi Israël considère qu'il est urgent d'éliminer ou au moins de neutraliser au maximum le Hamas et le Razeb dès à présent? Les Israéliens ont réalisé que si le 7 octobre a été terrible, ces organisations ne cherchaient pas à se modérer, bien au contraire. Ils représentent une menace encore plus grave. La question, c'est pourquoi? Pourquoi le Hamas a-t-il escaladé ses actions à ce niveau? Eh ben, il y a plusieurs hypothèses probables. Voilà les 3 principales qui pourraient bien être la clé de ce qu'il se passe aujourd'hui. D'abord, les pays arabes se détournent de la Palestine. Pour la première fois depuis le début du conflit, non seulement des pays arabes ne soutiennent plus la cause palestinienne, mais ils concluent aussi des accords avec Israël. Pour des organisations comme le Hamas, c'est un coup très dur. Pourquoi? Eh ben, parce que le soutien des pays arabes était essentiel, non seulement pour l'argent, mais surtout pour des questions d'influence. Probablement que l'attaque du 7 octobre visait à saboter les négociations de normalisation diplomatique imminentes entre Israël et l'Arabie Saoudite. En d'autres termes, le Hamas était en train de perdre. En se voyant acculé, il a attaqué pour faire échouer ses négociations, espérant qu'une riposte israélienne sévère contre Gaza leur attirerait de nouveau la solidarité de la communauté arabe. Mais ça n'a pas fonctionné. Le 7 octobre restera comme une erreur stratégique monumentale.
Deuxièmement, la stratégie économique de Netanyahou menaçait de normaliser les relations des Gazaouis avec Israël, comme ça s'est déjà passé en Cisjordanie. En fait, pour la première fois depuis longtemps, Israël permettait à certains Gazaouis de venir travailler sur son territoire. Un nombre qui aurait pu augmenter avec le temps, érodant ainsi l'influence du Hamas. Évidemment, plus les liens économiques se renforcent, plus les gens deviennent réticents à voir la situation dégénérer. Et troisièmement, la pression et les nouvelles capacités fournies par l'Iran et le Hezbollah. Face au manque de soutien arabe, le Hamas a resserré ses liens avec l'Iran ces dernières années, obtenant des armes, de l'entraînement et un peu de financement. Si tu sens que tu gagnes en puissance alors que tu es en train de perdre sur le plan diplomatique, qu'est-ce que tu fais? Mais tu attaques. Ces trois éléments ont probablement contribué à l'escalade de la violence. Et il y a aussi un quatrième facteur. Le conflit palestinien était complètement enlisé, ce qui génère de la frustration. Dans ce genre de situation, soit tu bouges, soit tu perds du soutien. Ceci dit, le 7 octobre n'a finalement pas inclus certains de ses plans, alors que le Hamas les avait préparés et envisageait de les appliquer au cours de cette grande attaque. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? On va regarder tout ça. Le téléphone arabe. On pense que la planification d'une attaque majeure a commencé au moins en 2021. C'est ce que confirme une série de documents découverts fin janvier par les soldats israéliens après la prise du poste de commandement souterrain du Hamas à Khan Younis, dans le sud de Gaza. D'après le New York Times, tout a débuté après les coups sévères qu'Israël a infligés au Hamas en mai 2021. On parle précisément de ceci. L'armée israélienne a déclenché une vague de lourdes frappes aériennes sur la bande de Gaza tôt lundi, affirmant avoir détruit 15 km de tunnels militants et les maisons de 9 commandants du Hamas. À partir de ce moment précis, la correspondance entre Yahya Sinwar, le Hezbollah et le haut commandement politique iranien s'est intensifiée avec un ton de plus en plus désespéré. Comme on te l'a déjà dit, le Hamas commençait à avoir la sensation qu'il était en train de perdre sur le terrain diplomatique. Regarde bien le ton des communications. Nous avons besoin de toute urgence que vous nous souteniez avec toute votre force, détermination et ressources afin de restaurer notre force et ce qui a été épuisé dans cette confrontation et de démultiplier nos capacités. Et c'est justement à ce moment-là que certains documents trouvés dans les installations du Hamas commencent à mentionner un grand projet. Même que certaines correspondances ordonnaient de limiter les attaques ou les offensives contre les intérêts israéliens, Israël devait avoir l'impression que la situation se calmait. À partir de ce moment-là, le Hamas a commencé à réduire ses actions terroristes tout au long de 2022 et de 2023. C'était en quelque sorte une façon de faire de la diversion et de dissimuler le grand projet en attendant que le jour vienne. Mais la clé derrière ce coup massif résidait dans le soutien et les capacités qu'Iran et le Hezbollah pouvaient leur fournir. C'est pourquoi ils ont commencé à les courtiser de plus en plus intensément. Après les attaques israéliennes de 2021, Yahya Sinwar a demandé une assistance supplémentaire au régime des ayatollahs. Il y a un moment en particulier où le Hamas a réclamé un financement de 500 millions de dollars à verser en mensualité sur 2 ans. Ils ont aussi sollicité un renforcement des réseaux d'entraînement et de fourniture d'équipements iraniens pour créer de nouvelles divisions afin d'ajouter 12 000 combattants supplémentaires. Sinwar en personne a promis dans une lettre que d'ici la fin de ces 2 années, 2022 et 2023, si Dieu le veut, nous éradiquerons cette entité monstrueuse, en faisant bien sûr référence à Israël. Durant cette période, l'Iran et le Hezbollah les ont soutenus, mais pas autant que les leaders du Hamas l'auraient souhaité. Probablement qu'à Téhéran, on ne voulait surtout pas d'une escalade aussi brutale que celle imaginée par le Hamas. Après tout, eux, ils n'étaient pas en train de perdre. En plus, Netanyahou semblait proche de chuter. La Maison-Blanche leur avait permis de recommencer à vendre du pétrole. Alors pourquoi se lancer dans une telle escalade? D'une part, il y a le Hamas qui crée des tensions, et de l'autre, le déclenchement d'une guerre souhaitée par Sinwar et ses compagnons s'ils avaient réussi leur plan. Imagine un peu. D'après certains documents, en juillet 2023, les Palestiniens ont envoyé un haut représentant au Liban où il a rencontré un commandant iranien de haut rang pour le presser de leur fournir les moyens d'attaquer des cibles sensibles. Et les Iraniens, ils ont refusé. Donc, avec moins de financement, moins d'équipement et moins de combattants formés, le Hamas a dû repousser bon nombre de ses objectifs. Et malgré tout, le 7 octobre a été terrible et a déclenché une fureur sans précédent de la part d'Israël. Leur erreur stratégique a été colossale. Le Hamas, se sentant acculé, a fait ce qu'il sait faire de mieux, attaquer. Mais cette fois-ci sans aucune retenue. C'est sûr qu'à Téhéran, ils sont encore sous le choc aujourd'hui. Les ayatollahs se retrouvent exactement dans la situation qu'ils voulaient éviter au départ, et c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas donné au Hamas tout le soutien que les Palestiniens réclamaient. Nasrallah is gone. His deputy Mohsen is gone. Haniyeh is gone. Deif is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people
and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. En tout cas, c'est en découvrant les intentions du Hamas qu'Israël a compris qu'il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. C'est ce qui a poussé Netanyahou à frapper fort et partout. Et honnêtement, d'un point de vue stratégique et militaire, tout s'est déroulé au mieux pour lui. Maintenant, il reste à voir comment mettre fin à toute cette histoire. Mais laisse-moi te dire une chose, cette fois-ci, Israël aura moins de difficultés à établir des corridors humanitaires, des zones d'exclusion, des zones de sécurité et toutes sortes de mesures préventives. Ici chez Diplo, on le dit depuis longtemps, sans plan de sortie, c'est un désastre annoncé. Et la souffrance de centaines de milliers de personnes n'augure rien de bon. La chute de Sinwar est la meilleure nouvelle pour ce conflit, et en particulier pour les Palestiniens. Plutôt Israël réussira à atténuer la menace du Hamas, plutôt cette terrible situation prendra fin. Mais arrivé à ce stade, la question, elle est pour toi. Avec ces informations, si t'étais le gouvernement israélien, qu'est-ce que t'aurais fait? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à liker et à partager, et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu.